Salut à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous. Alors, commençons. Quand ma femme a obtenu son diplôme en médecine, j'étais fier. Je l'avais soutenue lors de ses longues nuits d'études, pendant le stress des examens du conseil. Et durant l'épreuve des entretiens de résidence, j'ai contribué à payer le loyer, fait les courses et tenu sa main à chaque moment de crise. Je ne me suis jamais plaint, car je croyais en nous. Mais quand elle a enfin atteint le point où elle gagnait plus que moi, ce que je pensais que nous célébrerions, elle m'a pris par surprise. Elle a demandé le divorce. Je n'ai rien dit et j'ai signé les papiers. Mais 10 ans plus tard, elle est revenue et je lui ai donné un goût de son propre médicament. Je m'appelle Jerry. Au début de la vingtaine, alors que la plupart des gens autour de moi cherchaient des emplois de bureau ou tentaient encore de trouver leur voie, je gérais déjà ma petite boutique de matériel informatique, quelques étagères de composants et une lutte constante pour répondre à la demande. L'entreprise avait ses hauts et ses bas, surtout parce que les prix de la technologie pouvaient fluctuer du jour au lendemain, et certains articles me rapportaient à peine du profit. Mais je connaissais le jeu et je le jouais intelligemment. L'argent que je gagnais comptait pour moi, car je ne venais pas d'une famille riche. Chaque progrès semblait mérité. Je ne me considérerais pas comme un homme d'affaires au sens traditionnel, mais j'avais de l'ambition. Je comprenais que si je voulais de la stabilité, je devais la créer moi-même. J'ai rencontré Megan alors qu'elle était encore étudiante, en train de terminer son premier cycle, mais déjà obsédée par l'idée de devenir médecin. C'était un rêve qu'elle avait depuis toute petite. Et quand elle en parlait, on sentait sa passion. À l'époque, j'étais déjà sur mes pieds depuis un moment. Les revenus de ma petite entreprise n'étaient pas toujours prévisibles, mais ils me permettaient de vivre confortablement. Megan et moi avons commencé à passer plus de temps ensemble. Nos conversations n'étaient jamais superficielles. Elle pouvait parler pendant des heures de tout, y compris de son rêve de devenir médecin. Je voyais à quel point elle voulait cela. Et je respectais ça. Il y avait quelque chose d'inspirant à voir quelqu'un poursuivre un rêve avec une telle intensité. Je la voyais comme quelqu'un sur qui il valait la peine de parier. À mesure que notre relation évoluait, mon implication dans sa vie grandissait. Je voyais à quel point elle était sous pression, non seulement sur le plan académique, mais aussi financier. Je savais qu'elle avait accès à des prêts étudiants, mais je savais aussi ce que ses dettes pouvaient faire à long terme. Alors, je suis intervenu, je lui ai dit que je couvrirais ce que je pouvais. J'ai pris en charge autant que possible, car je voulais alléger son fardeau. Dans mon esprit, je me disais que si je pouvais l'aider à réaliser son rêve maintenant, nous construirions le nôtre ensemble plus tard. Je voyais cela comme un investissement, et à l'époque, ça semblait être le pari le plus sûr que je pouvais faire. Elle était dévouée, disciplinée et concentrée. Elle était à fond. Et moi aussi, je me suis montré présent pour elle, que ce soit pour des encouragements tard dans la nuit avant un examen, des dîners surprises quand elle était trop stressée pour cuisiner, ou en réglant discrètement une facture en retard pour qu'elle n'ait pas à s'en inquiéter. J'étais sa stabilité, son point d'appui, la personne sur laquelle elle pouvait toujours compter, et j'en étais fier. Je croyais vraiment que c'était ça, l'amour. Mais à l'époque, je ne réalisais pas que parfois, plus vous donnez, plus certaines personnes se sentent autorisées à continuer à apprendre. Quand Megan a reçu sa lettre d'acceptation à l'école de médecine, c'était comme si le monde entier s'était arrêté un instant, c'était comme si elle venait de gagner à la loterie. Et d'une certaine manière, c'était le cas, mais pour moi, ce n'était pas seulement sa victoire, c'était la nôtre. Toutes les nuits blanches à étudier, le soutien émotionnel, les sacrifices que nous avions faits jusqu'à ce moment, tout semblait enfin en valoir la peine. Nous étions si fiers, si pleins d'espoir, que nous avons décidé de nous marier peu après. C'était une cérémonie simple, avec quelques amis proches et la famille, pas de lieu grandiose. Pas de gâteau coûteux, juste une journée simple qui marquait ce que nous pensions être le début d'un avenir commun. Mais une fois qu'elle a commencé l'école de médecine, tout a changé. L'école de médecine, ce n'est pas une blague, je le savais en m'y engageant, mais le vivre était une toute autre chose. Ces journées étaient remplies de cours, de stages et de groupes d'études tardifs. Elle partait avant le lever du soleil et rentrait quand j'étais déjà au lit. Parfois même dormant chez une amie pour gagner du temps, le peu de temps que nous passions ensemble semblait vide. Elle était là, mais son esprit ne l'était pas, elle était toujours fatiguée, émotionnellement distante, et avait à peine l'énergie pour parler. Je voyais ça comme une phase temporaire, et je me disais qu'elle se reprendrait. Pendant ce temps, nos dépenses grimpaient, ses frais de scolarité, ses livres, ses tenues médicales, ses frais d'examen, tout coûtait plus cher que prévu, et comme je lui avais promis que je nous soutiendrais autant que possible, j'essayais de ne pas laisser la pression se voir. Mon entreprise, elle était déjà imprévisible, mais je me poussais plus fort.
J'ai pris plus de clients, passé des nuits à gérer des commandes, essayer de nouveaux fournisseurs, tout pour étirer notre budget. Parfois, je devais discrètement retarder le paiement de mes propres factures pour m'assurer qu'elle avait ce dont elle avait besoin. Je ne voulais pas qu'elle soit distraite par le stress financier. Je me disais, je suis celui qui a promis de le faire. Alors fais-le. Et je croyais sincèrement qu'un jour, nous regarderions en arrière, ririons de la difficulté, et serions fiers d'avoir tenu bon. Alors, je suis resté patient et loyal. Je pensais qu'une fois diplômé, les choses se calmeraient enfin, et qu'elle aurait à nouveau du temps pour nous reconnecter. Je croyais que nos sacrifices porteraient leurs fruits. Mais j'avais tort sur beaucoup de choses. À mesure que la remise des diplômes de Mégane approchait, je pensais de plus en plus à ce qui viendrait ensuite pour nous, comme fonder une famille. Alors, j'ai commencé à en parler. Je lui disais des choses comme une fois ta résidence terminée, on devrait penser aux enfants, ou as-tu pensé à quand on pourrait commencer à essayer? Mais à chaque fois, Mégane acquiesçait distraitement ou changeait de sujet. Elle ne me repoussait pas directement. Mais elle ne s'engageait pas non plus. Elle pouvait parler pendant des heures de ses objectifs de carrière, de ses plans de spécialisation, ou du nouveau médecin de sa clinique qui venait d'acheter une voiture. Mais quand il s'agissait de notre avenir, il y avait une froideur dans son ton. Je n'insistais pas. Je voulais croire qu'une fois qu'elle aurait officiellement sa blouse blanche, elle reviendrait vers moi et que nous recommencerions à rêver ensemble. Mais que je ne réalisais pas à l'époque, c'est que je laissais de l'espace à quelqu'un qui s'éloignait déjà. Le jour de la remise des diplômes de Mégane est arrivé, j'étais sincèrement fier. J'avais vu le travail qu'elle avait fourni, les nuits blanches, la pression et tous les sacrifices. J'étais dans la foule à côté de ses parents, applaudissant plus fort que quiconque, tenant mon téléphone pour prendre des photos, m'assurant de ne pas rater une seconde. Ce jour-là, je pensais, nous avons réussi. Je croyais que c'était le début de la vie vers laquelle nous avions travaillé pendant des années, mais moins d'un mois après le début de sa résidence, les choses ont pris un tournant brutal. Un soir, elle m'a tendu une enveloppe Kraft. Je pensais que c'était peut-être des documents pour son travail ou quelque chose qu'elle voulait que je vérifie, mais non, c'était des papiers de divorce. Au début, je pensais qu'il y avait une erreur, mais non, elle était sérieuse. Je lui ai demandé pourquoi, et tout ce qu'elle a dit, c'est « j'ai changé. Nous sommes sur des chemins différents maintenant. J'étais sans voix. Après tout, c'est tout ce qu'elle m'a donné. Je n'ai même pas pu comprendre ce qui se passait. Je n'ai pas mangé correctement pendant des jours. Je repassais tout dans ma tête, ce que j'avais pu manquer, ce que j'aurais pu faire différemment. Mais au fond, je savais que c'était une décision qu'elle avait prise depuis un moment. J'étais juste le dernier à le savoir. Il m'a fallu quelques jours pour trouver la force d'aller voir un avocat. Je lui ai tout raconté. Je voulais me battre pour récupérer au moins une partie de ce que j'avais investi dans sa vie. Mais mon avocat l'a été direct. À moins qu'il n'y ait un accord écrit stipulant que l'argent que vous avez donné était un investissement ou un prêt, il sera difficile d'obtenir quoi que ce soit. Malgré tout, je ne pouvais pas laisser tomber comme ça. Nous sommes allés au tribunal quand même. Le juge a reconnu ce que j'avais sacrifié. Il a même fait quelques commentaires pendant l'audience qui suggéraient qu'il compatissait. Mais la loi est la loi. Et à la fin, j'ai reçu une petite compensation. Juste une fraction de ce que j'avais dépensé au fil des années. Ça ne couvrait même pas une partie. Je suis sorti de ce tribunal en me sentant vide, car la personne dans laquelle j'avais investi mon amour, mon temps et mon avenir étaient partis comme si rien de tout cela n'avait jamais compté. Après le divorce, j'avais l'impression de n'avoir plus rien. J'avais tant donné de moi-même que lorsque tout s'est effondré, je ne me reconnaissais plus. J'ai dû me reconstruire, pas seulement financièrement, mais aussi en tant que personne. J'ai commencé à me recentrer sur moi-même. Je me suis replongé dans mon travail, pas par ambition, mais par nécessité. J'avais besoin de quelque chose pour m'ancrer. J'ai gardé mon cercle restreint. Je n'étais pas intéressé par les conseils ou la sympathie. Je voulais juste sortir du trou dans lequel je me trouvais, et avec le temps, j'y suis parvenu. L'entreprise a repris, je me suis remis sur pied, mais émotionnellement, quelque chose en moi avait changé pour de bon. J'ai fait une promesse silencieuse à moi-même, plus jamais je ne signerai ma vie sous l'illusion de l'amour. J'ai décidé que je pouvais être avec quelqu'un, oui, mais pas me marier légalement ou m'engager pleinement. Je voyais maintenant le mariage différemment. Ça semblait moins un symbole d'engagement et plus un piège qui pouvait se retourner contre vous dès que les choses changeaient. J'étais prudent. À partir de ce moment, chaque fois que je sortais avec quelqu'un, je mettais les choses au clair dès le départ. Pas de mariage légal. Peu importe à quel point les choses semblaient bien, beaucoup de femmes n'étaient pas d'accord avec ça. Certaines pensaient que j'avais juste peur ou que j'étais égoïste. D'autres ont essayé de me faire changer d'avis,
Mais finalement, j'ai rencontré quelqu'un qui ne voyait pas cela comme un signal d'alarme. Elle avait traversé ses propres tempêtes, porté ses propres douleurs, et n'était pas intéressée par les contrats légaux non plus. Nous vivions ensemble, planifions nos journées ensemble, et partageons les petites joies. Elle ne demandait que de l'honnêteté, et je lui donnais en retour. Elle m'a offert une paix qui m'a aidé à guérir. Un soir tranquille, j'ai reçu un message de Megan sur Facebook. 10 ans s'étaient écoulés depuis le divorce. J'ai regardé la notification pendant un moment avant de l'ouvrir. C'était un simple salut, comment vas-tu? Comme si nous étions de vieux amis qui avaient perdu contact. J'ai lu lentement, puis j'ai répondu. Elle a commencé par des banalités inoffensives, demandant comment allait ma vie. Si j'étais toujours dans le commerce de matériel informatique, me disant qu'elle avait vu quelque chose en ligne qui lui rappelait moi, je pouvais déjà deviner où ça menait. Les gens ne reprennent pas contact comme ça, sans une arrière-pensée. Puis elle a changé de ton, disant qu'elle avait beaucoup réfléchi et que ce que nous avions lui manquait. Que, malgré tout, elle croyait encore que nous avions quelque chose de vrai. Elle m'a appelé l'homme le plus stable qu'elle ait jamais connu et a dit qu'elle admirait la façon dont je l'avais toujours soutenue pendant ses études de médecine. Elle l'a dit comme si elle m'offrait un compliment. Je ne savais pas quoi répondre à tout cela. Mais je lui ai demandé ce qu'elle voulait de moi, puis elle a dit quelque chose qui m'a fait rire. Elle a dit J'ai toujours pensé que tu ne t'étais pas remarié. Parce que, au fond, tu m'attendais, ça m'a tout dit. Après toutes ces années, sa vision du monde la plaçait toujours au centre. Elle pensait que j'étais resté figé dans le temps. Comme une figure tragique qui n'avait jamais avancé, elle n'avait même pas envisagé la possibilité que j'aie pu guérir, grandir et construire quelque chose de mieux sans elle. J'ai gardé ma réponse courte, disant simplement « Tu t'es trompé ». Plus tard, j'ai appris par mes propres recherches ce qui s'était passé pour elle. Apparemment, après notre divorce, elle a commencé à poursuivre un mode de vie très différent. Elle sortait avec des hommes flamboyants, des types riches et prospères, des gars qui n'avaient aucun problème à l'emmener en soirée, à dépenser de l'argent et à coucher avec elle, mais aucun d'eux ne la voyait comme une partenaire à long terme. Ils étaient d'accord pour du casual, pas pour de l'engagement. Ce schéma a duré des années. Finalement, elle s'est remariée, cette fois avec un homme qui gagnait beaucoup moins qu'elle. D'ailleurs, après, c'est ce qu'on m'a dit, il la trompait régulièrement, surtout avec des femmes plus jeunes. Quand tout a explosé, c'est elle qui lui payait une pension alimentaire. Car à ce moment-là, elle gagnait un bon salaire en tant que médecin. La même femme qui m'avait quitté en disant que nous étions sur des chemins différents a fini par soutenir financièrement un homme qui la trahissait à chaque instant. Je n'ai pas ressenti de pitié. Si quoi que ce soit, cela confirmait ce que je savais déjà. La vie a une manière de rendre la vérité aux gens quand ils s'y attendent le moins, et quand elle le fait, elle n'a besoin de l'aide de personne. Je n'ai pas fermé la porte à Megan dès qu'elle a repris contact. Même si j'aurais pu, j'avais toutes les raisons de le faire. Mais au lieu de ça, je l'ai laissé parler et s'excuser. Je ne lui ai pas facilité les choses. Mais je ne l'ai pas bloquée non plus. Elle essayait de paraître décontractée, mais ne pouvait pas tout à fait cacher l'urgence, et plus elle continuait à me contacter, plus cela devenait clair. Elle semblait avoir peur d'être seule. Peur d'avoir jeté l'unique homme qui s'était vraiment montré présent pour elle. Et maintenant, avec le temps qui passait, elle essayait de revenir en rampant. Elle ne l'a pas dit explicitement. Mais je l'ai surprise à glisser de petits commentaires comme Je ne veux pas vivre seule ». C'est effrayant de penser à la retraite sans quelqu'un à mes côtés. Tu as toujours été le stable. Elle ne revenait pas parce que je lui manquais. Elle manquait la sécurité, la stabilité. La version de moi qui se serait pliée en 4 pour elle. Alors, j'ai pris une décision. Je n'ai ni pardonné ni oublié. Mais j'ai décidé de lui rendre l'appareil. J'ai joué son jeu, celui qu'elle avait joué avec moi pendant notre mariage. Je l'ai laissé courir après. Je lui ai donné juste assez d'attention pour la garder dans l'espoir. Quelques réponses sèches par-ci par-là. Un vague peut-être qu'on pourrait parler bientôt. Je savais ce que je faisais. Et au fond, je savais qu'elle le savait aussi. Mais elle restait accrochée. Pendant des mois, je l'ai laissée essayer de reconquérir quelque chose que j'avais déjà enterré. Elle me demandait si j'étais toujours avec quelqu'un. Je disais... C'est compliqué. Ah, ce n'était pas le cas. J'étais dans une relation solide avec une femme qui me respectait. Mais j'ai laissé Megan croire qu'il y avait une fissure dans la porte. Je l'ai laissé croire qu'elle pouvait se faufiler à nouveau. Et chaque jour, elle attendait qu'une version différente de moi se manifeste. Je lui ai donné la même distance froide que j'avais ressentie chaque nuit pendant qu'elle se noyait dans sa carrière. Puis un matin, après environ 1 mois à jouer avec ses émotions, je me suis réveillé et j'ai décidé d'écraser ses sentiments. Je lui ai envoyé un message et lui ai dit que notre divorce n'était pas la fin de quelque chose de bien.
C'était le début de quelque chose de nécessaire. La perdre m'a forcé à me confronter à moi-même, à me reconstruire, à grandir. Je lui ai dit que j'avais trouvé la paix et que je n'avais aucun intérêt à rouvrir des portes que la vie avait déjà fermées pour de bon. Elle a réagi presque immédiatement. D'abord, c'était de la culpabilisation. Elle m'a envoyé un long message rempli de phrases passives-agressives, comme « Je n'arrive pas à croire que tu fasses ça après tout ce qu'on a vécu. » Et donc, tu jouais avec moi tout ce temps. Puis vinrent les accusations, disant que je l'avais utilisée, que je l'avais menée en bateau, et que je n'étais pas meilleur que les hommes qui l'avaient blessée après moi. L'ironie ne m'a pas échappé. Il y a 10 ans, elle m'avait quitté comme si j'étais jetable. Maintenant, le simple fait que j'avais avancé était en quelque sorte une trahison pour elle. Au début, je l'ai ignorée. Je pensais que si je ne rentrais pas dans son jeu, elle se fatiguerait et arrêterait. Mais ça n'a fait qu'empirer. Elle a commencé à m'envoyer des messages à toute heure, à me taguer dans des publications, à envoyer des messages à des amis communs, essayant d'obtenir leur sympathie. Elle a même envoyé un message à ma partenaire, laissant entendre subtilement que j'avais discuté avec elle dans son dos. C'est là que j'ai su que ce n'était plus juste de la confusion émotionnelle, c'était du harcèlement. J'avais fait ce qu'elle n'avait probablement jamais prévu. J'ai pris un avocat, j'ai demandé à mon avocat de rédiger et d'envoyer une lettre de mise en demeure, lui ordonnant formellement de cesser ce comportement sous peine de conséquences légales. Puis, je l'ai bloqué sur toutes les plateformes, je ne lui devais pas d'audience. Quand j'ai enfin fermé la porte complètement, je me suis assis et j'ai vraiment réfléchi à ce qui venait de se passer. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle revienne après tout ce temps, mais une fois qu'elle l'a fait, et que j'ai vu comment elle essayait de revenir dans ma vie comme si rien ne s'était passé, une partie de moi a eu envie de la laisser courir après des ombres pendant un moment. Cette fois, c'était elle qui regardait de l'extérieur. Maintenant, je passe mon temps avec quelqu'un qui respecte mes limites et ne fait pas de l'amour un pari. Le chapitre de Megan est clos, pour de bon.